En 2026, les relations presse sont particulièrement challengées, sont challengées par, bien entendu, les budgets, mais sont aussi challengées, par les, canaux, par, à la fois, l'ensemble des pratiques qui, sont mises en œuvre et pour, en parler, on reçoit aujourd'hui Pauline Vétier qui est, spécialisée justement, en, relations presse et qui a également, un historique de CMO, ce qui fait qu'elle a un braquet un petit peu différent, et une vision un petit peu différente sur le sujet et c'est maintenant sur FW Média. Bonjour Pauline, Bonjour Richard. je suis ravi de t'accueillir, hein, sur le plateau de FW Média. C'est un sujet très important, que sont les relations presse, les relations publiques d'ailleurs. J'ai jamais su quel était le P, qui était utilisé. Tu lui donnes quelle signification toi? Moi, je travaille dans les relations presse. La relation publique va inclure potentiellement les relations aux syndicats, toute la partie événementielle, le lobbying également. Ce ne sont pas des offres de services que je propose, donc on va parler plutôt de presse aujourd'hui. Voilà, donc on le voit, hein, dans ce que tu dis, c'est, il y a des mots-clés, on voit qu'il y a des périmètres aussi qui sont, de plus en plus larges, à proprement parler. On va bien entendu, parler des meilleures pratiques, ça va être une partie de notre échange. On va aussi parler des nouvelles tendances, mais de ton point de vue, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Comment tu vois, ton métier, ce que tu fais, à date? Alors, le paysage des relations presse et le media market a beaucoup évolué sur les 2 dernières années, notamment avec l'arrivée de l'IA, d'une part, et d'autre part, avec le renouvellement du paysage médiatique en cours, constant, l'arrivée de nouveaux médias, les nouveaux usages de consommation. Le job des journalistes est assez challengé. Au sein des rédactions, on voit qu'il y a pas mal pas mal d'allers-retours, des rédactions qui potentiellement vont se vider, des médias qui sont rachetés. Et nous, on est, nous, attachés de presse, on va potentiellement avoir des sujets à traiter au niveau de l'IA, de l'émergence de l'IA, comment collaborer avec l'IA et la place que tout ça a dans les relations presse de 2026. Alors dans ce que tu dis, il y a énormément de choses intéressantes. Je sais pas comment on va réussir à structurer tout ça, mais ça va être passionnant. Et je vais repartir du tout début, de tes premiers mots justement où, il y a des médias, mais il y a aussi maintenant des influenceurs, il y a aussi, des youtubeurs, il y a des néo-médias. Comment aujourd'hui toi tu vois, ce périmètre et comment tes clients, eux, le voient? Les stratégies médiatiques, aujourd'hui, elles se construisent avec un bloc de médias traditionnels, donc on va aller chercher à toucher la télé, la radio, un bloc de nouveaux médias avec tout ce qui touche aux réseaux sociaux, à la vidéo également, et que ce soit en B2B ou B2C, on va aussi rajouter une dimension influenceur, qui seront sur des stratégies presse potentiellement un peu plus avancées. On commence par les premiers blocs médias tradis et médias digitaux, mais voilà, quand tu as une stratégie médiatique avec tous ces blocs-là, elle va être assez intéressante. On va aller pouvoir toucher des audiences qui vont être complémentaires. Voilà et pour toi, de ton côté, c'est très challenging, hein, parce que, tout ça se construit, à la vitesse de l'éclair, hein. C'est apparu, très rapidement et ça change très rapidement. Aujourd'hui, tes clients, qui sont pas toujours des gens qui communiquent de manière, soutenue ou en tous les cas, qui ont une stratégie de communication extrêmement, voilà, dans le temps, c'est facile de leur expliquer qu'aujourd'hui, l'échiquier, qui est une composition beaucoup plus fragmentée des médias et qu'il y a de nouveaux acteurs sur l'échiquier? En fait, ils le voient puisqu'ils sont eux-mêmes consommateurs de médias. Moi, je vais travailler avec 2 typologies de publics. Les directions, marketing d'une part, marketing communication qui, eux, sont quand même assez sensibilisés aux sujets médiatiques, aux enjeux médiatiques. Ils vont potentiellement avoir du reporting à faire auprès de leur, comex ou de leur direction générale sur des sujets de, combien d'expositions, combien d'articles de presse, de retombées presse on a eu dans l'année et d'autre part des publics de dirigeants, donc présidents, CEO, cofondateurs. Moi, je travaille dans la green tech, dans l'énergie tech, et c'est un secteur où on a principalement des dirigeants hommes ingénieurs qui sont assez loin de ces sujets-là. Donc, on va avoir tout un temps de formation, média training notamment, et d'acclimatation à ces sujets-là.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est on va compter le nombre d'articles. Ça me fait penser à Maurice Lévy, hein, qui disait voilà, peu importe la manière dont on parle de vous, hein, je vais juste prendre le double décimètre et compter voilà le périmètre de l'article. Aujourd'hui, ça paraît complètement suranné, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui la partie communication, c'est pas un sujet d'attention. Ça reste encore un sujet je suis présent dans un média notoire. Vu à la télé, ça marche encore. J'ai eu une tribune dans les Échos, ça marche très bien. En fait, les KPI, donc les indicateurs de performance sur lesquels on va bosser avec nos directions marketing, ça va être typiquement donc, le nombre de retombées en quanti, ça on le sait, c'est assez important. En quali également, est-ce qu'on a été dans de la presse économique, presse spécialisée? Est-ce qu'on a pu atteindre des nouveaux médias? Donc les interviews en podcast, les passages aussi sur des newsletters, nos newsletters Substack sont valorisés aujourd'hui. Et puis, on va avoir tout ce qui est l'impact de nos campagnes. Est-ce qu'on a eu une augmentation du trafic sur le site web? Est-ce qu'on a eu une augmentation des connexions auprès du profil du dirigeant sur LinkedIn? Et quel type de connexion? Ça, c'est un très bon KPI. C'est un très bon KPI si aussi le dirigeant s'est capitalisé dessus. Donc, il y a tout un travail préparatoire pour s'assurer que nos campagnes marketing, enfin nos campagnes de relations presse s'intègrent bien dans des actions marketing et qu'on puisse vraiment aller tout au bout du process et avoir des actions qui soient finalement héroïstes. C'est ça qu'on va vouloir. Voilà. Alors bien entendu, tout le monde veut monter des opérations qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas d'impact, etc. Ça me fait penser à Bakri, hein, c'était où il disait voilà, moi j'aime polluer. C'est où la notion de ROI dans les relations presse? Parce que c'est très abstrait. Je veux bien qu'on mette du ROI. Quel est le KPI aujourd'hui qui est le plus pertinent de ton point de vue? C'est une super question. Théoriquement, les relations presse viennent principalement pour donner de la lumière sur une marque, sur un porte-parole, pour accompagner le gain de notoriété, le gain de visibilité. Et théoriquement, on doit laisser les sujets, donc ROI, argent finalement, accès à l'impact sur les ventes, au marketing pur. Pour accompagner des dirigeants depuis de nombreuses années et des directions marketing, je vois très bien l'impact direct des campagnes de relations presse qui ont donc sur le business. On peut avoir, par exemple, j'ai un client, Énergie d'ici, donc producteur d'énergie locale et renouvelable. On a fait une campagne, il est passé à la radio, donc c'était une campagne régionale à Pau. Il a eu directement du visitorat dans sa boutique de Pau, dans son bureau de Pau, et un client a signé pour donc l'offre B2C et l'offre B2B. Donc il y a eu un impact direct après avoir entendu un passage radio. Donc on arrive quand même à le traquer, même si ce n'est pas finalement l'enjeu initial des relations presse. On revient encore une fois plus sur gain de notoriété, gain de visibilité. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus composite, de plus global, mais effectivement, on est dans un momentum où les entreprises, les communicants, eux, ont besoin de mettre des métriques, puisque maintenant on met des métriques sur tout. Tu vois ça positivement ou des fois ça va trop loin? Moi, ça me va bien parce que je suis une ancienne directrice marketing, tu l'as dit. Donc, j'ai tout cet ADN. Pendant plus de 11 ans, j'étais CMO. J'ai cet ADN orienté du coup KPI et retour sur investissement. Ce qu'on peut expliquer un peu plus simplement, c'est qu'en fait, on a, j'appelle ça l'entonnoir, qui va… Donc, toi, tu prends ton entonnoir, tu vas avoir ta strat business, donc les objectifs business d'une entreprise qui vont être soutenus par une stratégie, juste en dessous, une stratégie marketing communication. Et en dessous, nous, les attachés de presse, agences de presse ou freelance, on arrive et on vient soutenir les enjeux marketing qui sont donc au service d'enjeux business plus larges, que ce soit conquérir de nouveaux marchés, que ce soit lancer des produits, que ce soit réussir une levée de fonds, etc. Donc, nous, on réinvente rien de là où on est, on vient vraiment soutenir des grands enjeux marketing et business, soutenir ce qui va se faire plus haut. Voilà, donc ça veut dire que on n'est pas dans une logique de one shot, hein. C'est pas j'ai besoin de prendre la parole. C'est toi un échange avec la direction marketing qui va permettre de comprendre quelle est la roadmap, quels sont les grands objectifs de l'entreprise. On l'a pas dit, mais ça peut être aussi une levée de fonds. Oui. Et du coup, créer un narratif, structurer un narratif qui va permettre que l'opération se passe bien. Je prends l'histoire des levées de fonds parce que c'est assez symptomatique. Nous d'ailleurs, hein, sur FW Media, souvent on reçoit les communiqués de presse au moment
de la célébration et on se dit: «Tiens, mais pourquoi ils n'ont pas communiqué bien avant?» Parce qu'aujourd'hui, le premier réflexe d'un fonds d'investissement, c'est de googliser, le nom de la boîte et des fondateurs. Donc ils ont intérêt à avoir bien avant leur levée de fonds, déjà des articles de presse ou en tous les cas, communiquer sur ce qu'ils font. Comment toi tu vois ça? Comment tu le structures? Comment tu réussis à les convaincre, de bien préparer en amont, leur communication? Moi, j'ai la chance d'accompagner des clients qui ont une mentalité, plutôt sur le long terme, qui misent sur le long terme. Ils ont l'intelligence en plus, on est en B2B et B2B industriel, donc on est par définition, on bosse Oui, c'est une temporalité qui est plus longue. plus longue que sur potentiellement le B2C. Ils savent très bien qu'une campagne de relations presse ne va pas, entre guillemets, «résoudre tous leurs maux», ne va pas, leur permettre d'atteindre tous leurs KPI, annuels. Ça va être plusieurs campagnes bien pensées, une stratégie sur à minima le semestre, si ce n'est l'année, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Surtout qu'on est, encore une fois, en B2B, les temps de signature avec des partenaires, et cetera, parfois, on a des décalages de 6 mois dans l'année entre la théorie et la pratique. Donc on a intérêt d'avoir cette vision, temps long. On l'a parlé, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est le sujet de l'attention Mmh. et de la fatigue informationnelle. Aujourd'hui, voilà, on a des sujets, sur lesquels on sature, on est sollicité de toutes parts. Comment tu réussis à créer, justement des prises de parole, qui percutent? C'est rentrer justement dans des podcasts, dans des formats plus longs qui permettent justement de mieux accrocher avec les cibles que vous souhaitez, adresser? Ouais. Hem, En amont de ça, il va y avoir le média training du porte-parole de l'entreprise et deuxièmement, la préparation de ce qu'on appelle la maison des messages. Maison des messages, c'est quoi? Voilà les grands enjeux sur lesquels on doit communiquer. Voilà les 3 grands messages clés que l'on doit diffuser avec les chiffres clés pour soutenir ce message-là, les exemples, les anecdotes. Les journalistes, raffolent d'anecdotes, c'est pas à toi que je vais apprendre ça et du coup, tout ça, c'est notre maison des messages qu'on va préparer en amont d'interview. Très justement, les formats podcast sont intéressants puisqu'on a accès plutôt à des temps longs, potentiellement un peu plus détendus qu'en plateau, parfois. Et du coup, ce sont des formats qui sont intéressants à ajouter à une stratégie médiatique. Encore une fois, une stratégie médiatique bien pensée, on va aller chercher du média économique, on va aller chercher du média sectoriel, cité dans la presse, industrielle, énergie, mobilité, que sais-je. Et on va aller chercher aussi des nouveaux médias avec des audiences qui vont être intéressantes. C'est facile aujourd'hui justement de déceler les tendances, les médias qui vont être vraiment, voilà, qui vont être très forts, au moment où, l'entreprise, va communiquer, que ça soit le média, un réseau social, un influenceur. Comment toi tu gères ça? Moi, je dirais qu'il faudrait pas mettre tous ses œufs sur un même panier. Viser uniquement les échos à l'année, je suis pas sûre que ça soit une stratégie très pérenne. De la même façon que faire uniquement du podcast à l'année ou uniquement du gain de notoriété via des posts LinkedIn pour dirigeants à l'année, c'est absolument pas intéressant. Encore une fois, stratégie marketing comme médiatique bien composée, elle va aller capitaliser sur différents leviers, cibler différents médias. Et on le voit ce qui est intéressant, c'est quand nos directions vente vont demander aux prospects, aux demandes entrantes, comment est-ce que vous avez entendu parler de nous? Et que là, en fait, tu vas avoir de la presse locale, pourquoi pas, en région, de la presse spécialisée qui va être lue par des audiences, les audiences terrain, et qui vont dire bah, je vous ai lu dans tel et tel média ou j'ai entendu parler de vous dans telle et telle radio. Voilà, c'est Et là. aujourd'hui, les marques, elles connaissent, hein, ce qui existe, hein, ce Mhm. qui sont, leurs référents, donc bien entendu, les médias traditionnels. Aujourd'hui, tu as des influenceurs, je pense à MrBeast aux États-Unis, on peut avoir Inoxtag, on a dans tous les cas, toute la panoplie d'influenceurs, d'ailleurs qui est gérée par Webedia, par exemple, et qui, eux, sont moins connus, des directions marketing. C'est facile aujourd'hui, d'amener ces nouveaux territoires, ces nouveaux canaux, de prise de parole, les faire rentrer dans l'entreprise et de leur dire, «C'est là où ça se joue aujourd'hui», Alors, moi, je dirais 80-20. C'est-à-dire qu'on va, dans une stratégie annuelle, on va faire 80% de médias sur lesquels on s'est déjà positionné, de médias lus par notre audience, et on va faire 20% de tests à l'échelle du trimestre, du semestre ou de l'année. Ces tests vont être intéressants parce qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On va pouvoir dégager des budgets et tester à petite échelle sur une première campagne. On en tire des conclusions. Et quand on va préparer la deuxième campagne,
on va pouvoir diversifier, aller sur le même canal, un nouveau média, un influenceur, une collab avec un influenceur qui aurait très bien fonctionné, on la renouvelle, par exemple. Donc toujours du test and learn, ça fonctionne très bien, chez les attachés de presse comme chez les directions marketing com. Ce que je retiens aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage à Absolument. créer, hein. Mmh. C'est-à-dire que Ouais, toutes les marques sont pas égales les unes par rapport aux autres. ouais. Comment tu gères justement je vais dire, les marques qui ont pas encore d'historique, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole? Par quoi commencer? Ouais, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans la transition énergétique. J'ai fait toute ma carrière dans ce secteur-là et pour autant, à chaque nouveau client que j'onboard, que j'accompagne, il y a des nouveaux apprentissages et les cibles d'un client, selon sa taille, selon s'il a un historique médiatique ou pas, ne vont pas être les mêmes d'un client à l'autre, alors que je suis dans un monosecteur. Donc, pour répondre à ta question, chaque client va arriver avec ses requêtes, ses besoins, ses enjeux, ses budgets, sa cible, ses objectifs qui vont être vraiment, on va faire du sur-mesure. Et on peut transposer quelques apprentissages d'un client à un autre, mais on va toujours être vraiment, enfin, on a une appétence, une soif d'apprendre, de tester, de comprendre, et travailler surtout main dans la main avec nos directions marketing com qui ont déjà beaucoup de connaissances sur la cible. Mais, dans ce que tu dis, ça veut dire que, vous passez beaucoup de temps en amont. Aujourd'hui, je suis une marque, le moment où, j'ai besoin de communiquer et le moment où toi, tu dois intervenir, c'est quoi? On est, 6 mois avant, 3 mois avant? Quel est de ton point de vue, quelles sont les bonnes pratiques? On évite de contacter, une agence de presse ou un attaché de presse, pour la com de crise, une fois qu'elle a été faite. On va y venir au sujet de crise, hein, c'est le On anticipe, s'il vous plaît. Non, la bonne façon de faire, c'est d'anticiper quand on a un temps chaud, un sujet chaud identifié. Tu as parlé de levée de fonds, lancement produit, fusion-acquisition, et cetera. On va potentiellement avoir 2 à 3 mois d'anticipation. C'est pas mal pour médiatraîner notre dirigeant, on a dit, pour, préparer, notre stratégie commune puisqu'on l'a dit, les attachés de presse vont venir soutenir une des actions marketing qui vont être déployées. On travaille main dans la main. Et ça permet d'avoir des campagnes qui soient qui ont du succès, qui soient pérennes, où elles sont aussi bien reçues par les journalistes, puisqu'on peut aller chercher, on a le temps d'avoir de l'anticipation sur la recherche d'exclusivité, par exemple. Voilà, donc il y a énormément de préparation, voilà, il faut lasser les chaussures, hein, comme on dit, Mhm. pour que le marathon, d'ailleurs, je crois que tu es Je suis marathonienne, hein. marathonienne. Voilà, donc tu connais bien le Les sujet temps pour être longs, ouais. bien, Mm. donc il faut vraiment avoir ça en tête. C'est quelque chose alors on comprend, hein, intellectuellement, que c'est comme ça que ça doit se passer. La réalité, elle est On- différente. alors, oui et non. Je dirais quand même les directions marketing com, quand elles ont leur budget, quand elles préparent leur budget en général vers novembre-décembre, elles savent si elles ont mis une ligne pour les relations presse ou pas pour l'année qui va suivre. Si elles n'ont pas mis de ligne pour les relations presse, a priori, c'est pas une priorité pour elles et elles vont privilégier d'autres canaux, je sais pas, l'événementiel, les salons, et cetera. Si elles ont mis une ligne de relations presse, il y a un moment, il faut y aller, on fait notre appel d'offres, on sélectionne les profils, on va interviewer, les personnes avec qui on veut collaborer et puis, je pense que les directions marketing com ont envie de faire les choses bien, en fait. C'est le et là, je vais te donner l'opportunité de défendre, ta paroisse. Aujourd'hui, quels sont les arguments que tu amènes, hein, tu présentes pour justement pour dire à une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'elle a intérêt, à structurer justement, ce volet de sa stratégie marketing? Quels sont tes Qui me savonne la arguments? planche, votre silence dans Ah les bah, j'étais médias pas au courant. et la machine à cash de vos concurrents. C'est un peu le sujet que je martèle à mes clients et ils le savent bien. Si en gros, on Google votre nom ou on tape votre nom dans un LLM, donc dans une IA et qu'il y a rien qui sort, ça va être un problème. Vous donnez les parts d'audience à la concurrence. Donc prenez de la place parce qu'on va pas vous la donner potentiellement. Donc allez chercher cette place, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans les nouveaux médias, dans les médias économiques. Prenez de la place avec Mais vos du coup, attachés de comment il presse. l'attribue, à ton métier, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, une marque pourrait se dire: «Bon, ben, je vais moi-même, voilà, faire mon paid sur LinkedIn ou prendre la parole, à droite, à gauche». À quel moment, voilà, comment tu amènes qu'il faut préparer, qu'il faut Ouais. structurer véritablement,
son plan de relations presse et public au sens large. Oui, nous, les directions marketing, en fait, elles nous le disent, elles le savent, c'est extrêmement chronophage. Nous, d'une part, on arrive avec notre réseau de contacts de journalistes. Donc ça s'invente pas, c'est des années de contacts, de prise de contact. On a aussi, on est sur des métiers qui sont extrêmement chronophages, c'est-à-dire qu'on fait quasiment du one-to-one avec les journalistes pour aller chercher les opportunités, pour aller détecter les opportunités. Les directions marketing n'ont pas le temps de faire ça. J'ai des clients avec qui j'ai collaboré pendant quelques mois, qui ont un site internalisé les relations presse via le poste de la direction communication. 2 ans après, ils venaient me chercher pour retravailler avec moi, puisqu'il y avait eu 6 retombées presse, donc 6 articles de presse obtenus sur l'espace d'1 an. T'imagines bien que c'est pas grand-chose, c'est pas assez. J'ai collaboré avec cette entreprise donc de nouveau et on a eu plus de 52 retombées presse au bout d'1 an de collab. Donc c'est un travail à part qui demande beaucoup de temps. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Il faut internaliser ou est-ce qu'il faut externaliser comment on commence? C'est de ton point de vue. C'est une super question. On va rappeler les différents formats. On peut internaliser les relations presse, par exemple via la direction communication ou marketing, ou via un poste dédié d'attaché de presse. Ça existe dans certaines boîtes déjà de plusieurs centaines de salariés en général. Ou alors, on va travailler avec un attaché de presse freelance ou une agence de presse. C'est les différents formats. Ou alors aussi, on peut ne pas faire des relations presse, on l'a compris. On va choisir finalement par rapport à... je crois qu'il y a par rapport à la place qu'on va vouloir donner aux relations presse dans sa direction marketing communication. Si on estime que c'est extrêmement important et qu'on a du budget, on va internaliser. Il y aura une personne dédiée qui va faire ça à temps plein. Si on estime qu'on va faire des campagnes toutes les 4 à 6 semaines, voire 8 semaines, travailler avec une agence de presse ou un attaché de presse est suffisant. Voilà, ça permet d'opérer. Là, tu parles de voilà, on comprend bien qu'il y a beaucoup de travail, c'est très chronophage du côté des équipes qui montent ça, mais c'est aussi ça implique beaucoup de temps de la part des porte-paroles, des dirigeants. Comment aujourd'hui une entreprise doit s'organiser? C'est quoi le temps que doit consacrer un dirigeant et les réflexes qu'il doit avoir dans ses prises de parole? Moi, quand j'audite, quand je mets en place une collaboration avec mon futur client, une des questions que je vais avoir avant de signer avec eux, parce que je les choisis autant qu'ils me choisissent, c'est est-ce que le dirigeant collabore, un esprit collaborateur sur ces sujets-là, est-ce qu'il a envie de se frotter aux muscles médiatiques et de nous donner de son temps pour les interviews aux journalistes. Ça ne sert à rien que moi que j'aille détecter des super opportunités et le mettre en relation avec des journalistes si au final il me dit pas le time, pas l'envie, quoi. Voilà. Donc c'est le premier. Et surtout, et là je vais t'aider, c'est généralement quand on dit voilà, c'est j'ai un créneau à 15h. C'est vous qui avez la priorité, Voilà, c'est pas le CEO, c'est vous. Exactement. Ouais. Malheureusement, c'est pas pour l'embêter. Mais ils le savent. Ils le savent et ça, dans les médias training, on en parle beaucoup. Ils le savent, ils savent que quand on prépare la campagne, quand elle va sortir à telle date, leur agenda a intérêt d'être un petit peu vide, ou en tout cas un petit peu flexible dans les jours qui suivent, parce qu'il va y avoir des demandes d'interview. On le voit sur les entreprises les plus matures dans le domaine, et je pense aux acteurs américains, en tous les cas avec lesquels on a l'habitude de travailler. On le voit un petit peu moins chez les acteurs français. C'est de répartir la prise de parole. On voit souvent le CEO qui va avoir une prise de parole vision, peut-être plus corporate par moment, et qui va s'appuyer sur des spécialistes, sur des experts dans l'entreprise, qui sont eux-mêmes médias traînés sur leur domaine, qui viennent pas n'importe comment. C'est une tendance que tu vois se dessiner, ou est-ce que ça reste encore limité aux big tech, en tous les cas aux compagnies les plus matures? Ouais, alors je dirais que dans la première année d'accompagnement en relations presse, quand on met en place la strat, on privilégie le profil du CEO, président, fondateur, cofondateur, ça va dépendre de la boîte, mais en tout cas un seul porte-parole sur lequel on va se concentrer, de manière à ce que les journalistes aient son nom en tête et ce qu'il y ait une certaine récurrence, qu'on n'expose pas tous les profils tout de suite. En deuxième année d'accompagnement, c'est là où je commence à mettre en avant des profils sur les verticales de la boîte, typiquement direction innovation. Il peut y avoir des choses très intéressantes à faire, direction RH, direction RSE. Là, on va aller tabler d'autres médias et mettre en avant d'autres profils qui vont raconter des histoires complémentaires à celles de la direction. Voilà, donc on voit, il y a une vraie courbe d'expérience qui se crée. Personnellement, je suis toujours surpris de voir des marques changer d'agence tous les ans.
Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment une marque peut construire sa courbe d'expérience en changeant justement de conseil, d'accompagnateur sur ce sujet? C'est vrai que j'ai tendance à préconiser la collaboration avec des agences, donc des boutiques, agences de presse, comme on dit, c'est-à-dire des petites agences potentiellement spécialisées au niveau du secteur ou des attachés de presse freelance et de collaborer vraiment de main dans la main. On peut faire un test potentiellement sur 3 ou 6 mois et voir si ça match sur les premières campagnes au niveau Ça, notamment c'est le du feed minimum, hein, humain. c'est déjà le temps minimum On peut pour difficilement faire moins de 3 mois pour non, mais les c'est débuts, important de hein. le dire Ouais, parce que, ouais. j'imagine qu'il y a des clients qui t'appellent ou en tous les cas des prospects qui t'appellent en te disant: «C'est pour demain». Alors moi, avec mes clients PME, ETI, je vais collaborer à l'année uniquement, contrat annuel. Les seules campagnes que je prends en one shot, ça va être avec potentiellement des startups qui sont sur des sujets, comme tu l'as dit, annonce de lancement produit, levée de fonds, et qui ne peuvent pas forcément s'engager à l'année. Là, c'est Voilà. compréhensible. Mais ce qui est important en fait, hein, pour l'entreprise, hein, c'est de comprendre qu'elle, elle a intérêt justement, à travailler, sur, au moins une année et même se projeter sur plusieurs années pour justement, construire sa courbe d'expérience et comme tu l'as dit, précédemment justement, avoir disons passé les niveaux, hein, un petit peu comme dans un jeu vidéo, C'est passer ça, les niveaux j'adore. où, on passe de la prise de parole corporate à des choses, un petit peu plus, métier, verticales et qui viennent, enrichir le tout. Il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, je ne sais pas si on va avoir le temps. L'IA bien entendu, vient vous bousculer, au quotidien d'ailleurs de tous les côtés puisque, Journaliste et attaché de presse et puis exactement. direction marketing, tout à fait. Déjà comment vous utilisez l'IA? Alors ça va, je pense que c'est au cas par cas. Je peux pas faire une réponse universelle. Moi, je suis solopreneur, donc j'ai un business d'une personne et du coup, j'utilise plutôt l'IA par rapport à mes process, internes. On peut aussi utiliser l'IA beaucoup pour l'idéation, ça nous aide pas Mmh. mal. Trouver, moi, je suis pas très bonne en titrage, donc l'IA va m'aider à trouver des idées de titres que je vais soumettre, donc plusieurs titres à soumettre à mes clients. On peut avoir de la reformulation qui va être intéressante. Donc là, on va vraiment être sur le bout de chaîne, hein, c'est-à-dire, Ouais, vraiment l'élaboration de communiqués ou en tous les cas de messages. Mais par contre sur l'analyse stratégique, ouais. ce sont des outils utiles justement qui vous permettent de un petit peu, comparer, des acteurs, challenger d'ailleurs avec des industries différentes, heu Oui, là, tu vas te servir après de Perplexity, notamment. Des outils comme Perplexity, ChatGPT est correct, mais ça ne sera pas le meilleur outil pour faire ça. Claude est un excellent outil de marketing de contenu qui va servir, à faire, comme tu l'as dit, reformulation, notamment. Donc moi, je suis en apprentissage permanent sur ces sujets-là, c'est tout nouveau, hein. c'est le et donc du coup tes clients, eux, comment ils le voient? Parce que c'est aussi une opportunité pour eux de démultiplier les contenus un petit peu facilement. On le voit, hein, aujourd'hui, nous, on reçoit des tribunes, on repère le ChatGPT, au bout de 3 lignes, hein. Comment tu appréhendes ça côté client? Alors, de 2 choses l'une. Moi, les 2 tiers de mes clients ont des technologies qui sont, on va dire, IA based, IA powered. Donc ils utilisent, l'IA et la data au cœur de leur techno sur des sujets de transition énergétique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai des clients qui aiment le côté peu, mais bien, qui aiment beaucoup aussi la fibre humaine et du coup, par exemple, les tribunes d'opinion, ce n'est pas moi qui les rédige, ce n'est pas l'IA qui la rédige. On travaille avec des ghostwriters. J'ai travaillé avec 2 ghostwriters professionnels qui écrivent les tribunes d'opinion de mes dirigeants. Troisième chose à dire, c'est que, l'IA a ses limites. Je parlais avec un rédac chef il y a quelques semaines qui me disait qu'il, refuse les tribunes d'opinion rédigées par l'IA. Il Bien les sent entendu, ah à bah, on 10 les voit tout de suite, kilomètres, hein, c'est le voilà, et qu'en fait, il avait eu des retours de son lectorat concernant le fait qu'il y avait une augmentation de la proportion de tribunes écrites par l'IA dans les sujets qu'il prenait. Donc du coup, il m'a prévenu, mais il le sait, 2026, il va être très vigilant sur les tribunes que l'on soumet et voilà, voilà, c'est pour ça. mauvaise Ouais, j'inclus les mauvaise ghost pratique, mauvaise pratique. Moi, j'inclus les ghostwriters dans les calls avec les rédacs chefs, quand on prépare les séries de tribunes, en fait. On tu parlé, hein, tout à l'heure de crise, les enjeux réputationnels, c'est Ouais. souvent un point qui est très occulté, on n'y pense pas. Mmh. Or aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, la moindre crise peut prendre des proportions, Mmh. incroyables, hein. Ça peut être des tout petits détails, un retard de train, une altercation dans un train qui peut mal tourner. Comment on gère ça aujourd'hui? Comment toi tu conseilles qu'est-ce que tu conseilles à tes clients, sur la dimension réputationnelle?
Pareil, anticipation, préparation. On va avoir, quand on fait les média training et puis qu'on prépare les stratégies au début des accompagnements, on identifie les sujets potentiels sur lesquels on pourrait être attendu. Typiquement, mes clients qui vont avoir des parcs solaires ou éoliens, ça va être des riverains, des collectifs de riverains qui vont se monter et puis qui vont pas être contents par rapport au fait qu'il y a ces parcs qui émergent. Donc ça, c'est des sujets qu'on connaît très bien dans mon industrie. Et du coup, on va identifier qu'est-ce qu'on fait s'il se passe, quel est le process qu'on met en place, qu'est-ce que vous en interne, qu'est-ce qui existe déjà et qu'est-ce qui doit être anticipé, mis en place dès aujourd'hui pour prévenir, pour anticiper ça. Voilà, donc il y a une analyse, hein, des risques, Oui, dans tous les domaines. Ça peut des être sujets aussi potentiels, sujets chauds, des casseroles. voilà, Ouais. et ça, c'est quelque chose qui, comment on réussit à le vendre aujourd'hui? Comment, aujourd'hui on réussit à convaincre une alors j'imagine que des entreprises sont très sensibles sur ce sujet, d'autres beaucoup moins. Comment on réussit à convaincre, ceux qui sont le moins sensibles, mais qui sont néanmoins exposés? Parce que j'imagine que quand tu vois une entreprise qui a quand même une exposition qui est importante, comment tu leur vends? En fait, alors, les entreprises qui sont déjà assez développées, qui ont une présence au niveau international, elles vont se servir des apprentissages sur les autres marchés pour voir les crises qui ont été essuyées, les plates qui ont été essuyées et se servir de ces apprentissages-là pour le marché français. Les entreprises qui sont naissantes, qui émergent, soit on va pouvoir faire un petit peu de veille chez les concurrents. Quelles plâtres ont essuyé les concurrents pour pouvoir anticiper et se dire potentiellement ça pourrait nous pendre au nez, soit simplement faire un audit en fait des sujets chauds. Typiquement, nous, dans les acteurs sur les panneaux solaires, on peut avoir des questions sur la provenance des panneaux solaires. Donc ça, ce sont des questions récurrentes en interview. Donc on sait un petit peu, quand on est dans une industrie qu'on connaît bien, on identifie facilement les sujets chauds. Alors, on le voit, hein, il y a des effets de mode, à la fois sur les formats, à la fois sur, le narratif. Les podcasts ont été très, très à la mode, ces dernières années. Des prises de parole très incarnées dans des formats longs, sont également, très fortes. Et je le vois moi du côté des journalistes et bien entendu, de nos audiences, parce que nous, au niveau des médias, bien entendu, on analyse, tous nos contenus et on regarde, hein, les temps de lecture, et cetera, pas juste le nombre de lectures de chaque article. C'est un petit peu plus poussé. Comment vous dirigez justement vos clients sur, les bons formats, qui vont être adaptés d'ailleurs à eux? Parce que finalement, c'est peut-être plus ça qui est important, c'est, de trouver le bon costume, Alors, c'est vrai que je vais revenir sur le côté sur mesure. Hem, Chaque dirigeant, chaque porte-parole d'entreprise va avoir un petit peu ses spécificités, ses préférences. On peut les respecter. Certains vont être très à l'aise en interview, d'autres vont pas forcément chercher avoir des interviews en plateau, radio, sur télé aussi, podcast, etc. Donc on peut aussi diriger la stratégie selon les préférences des clients. J'ai eu aussi des entreprises européennes avec lesquelles j'ai bossé, dont les country managers, donc les CIO France, ne parlaient pas français. Et du coup, dans ces cas-là, on va répondre aux interviews plutôt par écrit, ou alors c'est le directeur commercial qui va s'y coller. Donc, encore une fois, sur mesure, on s'adapte. voilà, donc c'est vraiment un travail et c'est là où on voit que c'est vraiment, un travail, au quotidien, Mm. extrêmement customisé, et donc qui coûte, cher. On viendra au sujet de budget dans un instant, mais je voudrais encore, parce qu'on a bien entendu beaucoup parler, du CEO, on a beaucoup parlé de la direction marketing, mais aujourd'hui, quelles sont les autres directions avec lesquelles vous vous interfacez? Toi, il te paraît important de communiquer, d'aller voir quand tu signes un deal avec une entreprise? Oui, alors selon la taille de la boîte, du coup, on va pouvoir aller vers toutes les entreprises n'ont pas de direction, encore une fois, RSE, innovation, industrielle, stratégie, etc. On va faire du sur-mesure. J'aime bien donner la parole. Alors personnellement, les directions RSE sont intéressantes sur mes sujets de transition énergétique, et également tout simplement les directions innovation. Avec les directions innovation, tu vas pouvoir aborder les sujets data, tu vas pouvoir aborder les sujets IA, tu vas pouvoir aller
toucher des journalistes qui sont en veille quotidienne sur ces sujets-là. Et il y a de plus en plus de journalistes qui sont très friands des sujets IA Absolument. et data. C'est vraiment dans l'air du temps. Donc, on va se saisir d'opportunités d'interview et de visibilité rien qu'en mettant en avant les sujets IA, innovation, data dans nos prises, dans nos pitchs et nos communiqués de presse. Et c'est facile de mobiliser justement dans l'entreprise des personnes dont c'est pas le métier. D'ailleurs, c'est même pas dans leur fiche de périmètre, disons dans leur périmètre d'activité. Je suis sûr qu'il y en a qui disent mais moi j'ai un vrai métier, ne me prends pas de mon temps. Ou pourquoi tu me prendrais de mon temps? J'adore cette question parce qu'en fait, parfois, ce n'est pas le président, le cofondateur de l'entreprise qui va être le meilleur porte-parole pour l'entreprise. Parfois, ce sont des profils qui vont freiner des cas de fer parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps. Et en fait, on trouve des relais de visibilité, de notoriété, de prise de parole auprès de leur N-1, donc des membres du board qui vont être des profils en général assez exceptionnels sur le plan humain, technique, sur leur connaissance de l'entreprise et qui vont nous remercier quand ils vont avoir des opportunités de prise de parole sur plateau, etc. Parce que jusque-là, ils étaient plutôt de côté, mais en fait, potentiellement, ils attendent que ça, d'être média traînés et mis en valeur. Et je rebondis sur ce que tu dis. Aujourd'hui, les collaborateurs sont des voix d'amplification des messages de l'entreprise. Il y a des entreprises, il y a des sociétés d'ailleurs qui fournissent, je pense à Sociable, qui proposent justement une solution qui permet à une entreprise de mettre à disposition les messages, le matériel, etc., à l'ensemble de leurs collaborateurs, et de manière à ce qu'ils se les réapproprient comme ils l'entendent. C'est une tendance forte, toi, que tu vois, de ton côté, au niveau des entreprises, c'est-à-dire d'accepter que ces collaborateurs vont prendre la parole sur LinkedIn, sur un sujet ou sur un réseau social? Ouais, alors il y a les fameux termes, les anglicismes, CEO advocacy ou employee Voilà, advocacy. Ça veut dire absolument. quoi? Ça veut dire qu'on va former les collaborateurs à la prise de parole, notamment sur LinkedIn. On est dans une dynamique donc de formation, de valorisation de profil. Donc c'est non seulement un travail marketing, mais c'est un travail, ce qu'on appelle le marketing RH. C'est carrément un travail aussi sur le côté RH pour pouvoir valoriser des profils et leur donner de la place dans, encore une fois, une stratégie marketing, contenu plus large. Il faut avoir des profils qui sont volontaires, qui ont vraiment envie de partager l'histoire, la réalité de leur métier, de leur quotidien et ce qu'ils vivent et les valeurs qu'ils portent pour l'entreprise. Donc, ce sont d'excellents relais. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une tendance forte en termes d'augmentation Clairement. on va parler budget. Aujourd'hui, combien ça coûte d'avoir une équipe qui travaille pour ça? Ouais, je dirais au niveau des profils freelance, mais aussi les petites agences, les boutiques agences, comme on dit, on va être sur des enveloppes 2 300 à 4 000 € par mois, sur des contrats minima de 3 mois, mais plutôt 6 mois. Là, tu as un tarif qui est il me semble, assez représentatif des tarifs de l'industrie. Et du coup, encore une fois, on en revient à la ligne budgétaire, qu'aurait mis ou pas dans sa stratégie marketing un CMO. Voilà, ça veut dire que l'entreprise, elle sait que déjà pendant 3 mois, il va y avoir tout le travail préparatoire, de média training, d'audit. Onboarding. Voilà, la partie onboarding, la fameuse maison. La maison des messages qu'on va préparer, tout à maison fait, des merci de le messages. rappeler. Et ce n'est que donc dans une deuxième étape que là, ils vont commencer à œuvrer. Donc oui, on est sur 1 an. C'est facile à vendre? Oui, moi je signe que ça, donc il faut croire que c'est assez facile à vendre. Ça va dépendre en B2B et B2B industriel, c'est plus facile parce que les directions marketing sont de toute façon dans des temps longs. Je dirais que ce que tu as mentionné, au 3e mois, on arrive déjà à faire sortir des choses, hein. Au 3e mois, on peut déjà avoir un communiqué de presse qui va être écrit et qui va sortir. On a un début de première campagne qui va sortir. On parallélise quand même les actions. Oui, on y va. Et en effet, par contre, les fruits, là, c'est la courbe de rentabilité. Les fruits de notre travail vont être cueillis plutôt au 4e, 5e, 6e mois. Voilà. Donc là, on est vraiment sur le plus petits étages, hein, donc en dessous de 3 000 €, si je prends la moyenne de ce que tu m'as dit, il faut rien faire. Une enveloppe avec une enveloppe de 10 K, on peut approcher des petites agences et des freelances avec des enveloppes de 10 K et voir ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, ça me semble vraiment minimum. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'il faut compter donc par mois.
après, si on rentre sur... Par mois, 2005, on va dire 2003 à 4000 par mois. C'est la fourchette un petit peu large, mais la fourchette réaliste des honoraires de la profession. D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Il y a le monitoring de la marque, il y a le média training. Qu'est-ce que vous mettez dans le panier que vous vendez? Alors, on n'est pas beaucoup d'attachés de presse à être média trainer. Moi, je suis média trainer, mais il y a souvent, ce sont des journalistes, comme je pense que tu le sais, qui sont média trainers, qui proposent ces Voilà. services-là. Donc ça, c'est hors budget, en fait. Oui. C'est vous qui gérez, qui pilotez la mise en relation et Ouais. l'opération? Moi, je le vends au début d'accompagnement, mais sinon, ça va être un profil à part. D'accord, donc c'est un budget supplémentaire. C'est ça. Par rapport aux outils, c'est une excellente question. Ça va dépendre de ce que la direction marketing a déjà. Nous, on utilise nos propres outils. On va facturer potentiellement un montant mensuel ou annuel par rapport à des frais de logiciels qui sont assez élevés. Quand la direction marketing est déjà très bien équipée sur les outils de veille, de retombées, on n'a pas forcément besoin de rajouter des frais là-dessus. Ensuite, il va y avoir le prix. Alors, la façon de travailler en général, ça va être ce qu'on appelle un retainer mensuel. C'est quoi? C'est un montant par mois qui est envoyé, qu'il y ait des choses qui soient faites ou pas, des actions presse qui soient faites ou pas, mais tous les mois un montant fixe. En général, ce que va faire l'attaché de presse, il va essayer de faire sortir soit une tribune, soit un communiqué de presse, soit aller pitcher des journalistes dans une verticale donnée, voilà, sur un mois. Ne vous imaginez pas pouvoir envoyer 2-3 communiqués de presse dans le mois, tous les mois, c'est pas pérenne. Il y a des entreprises qui le font, malheureusement. Ça inonde après les journalistes qui ont tendance à se désabonner, en fait, tout simplement. C'est absolument... L'usure de ce point de vue-là est considérable. D'accord. Et d'ailleurs, comment vous gérez ce point-là? Parce que c'est très compliqué, les journalistes, de réussir à capter leur attention, de réussir à leur présenter un sujet. D'ailleurs, comment toi, tu abordes les choses? Moi, je travaille sur une niche sectorielle, donc j'ai de la chance. Énergie, environnement, donc je vais toucher tous les médias, mobilité, décarbonation des bâtiments, énergie renouvelable. Donc j'ai mon petit pool de 200 journalistes et rédacteurs chefs avec lesquels je bosse au quotidien depuis des années. Et après, parfois, je vais aller taper dans d'autres verticales parce qu'on se renouvelle toujours. Il y a des nouveaux sujets, des nouvelles campagnes, des nouveaux axes. On est sur du relationnel. De toute façon... Donc toi, tu les connais. Moi, tu les vois, tu les rencontres. Ouais. Ils connaissent mes clients, ils savent avec qui je bosse. Je fais des posts LinkedIn de toute façon pour promouvoir mes clients. Donc, et j'ajoute les journalistes à LinkedIn, donc il y a un cercle vertueux qui se fait. Je suis vraiment la porte-parole de mes clients. Mais plus généralement, on va être sur du relationnel, en fait. Si vous êtes spécialisé en industrie, n'allez pas chercher une agence de presse ou un attaché de presse qui ne fait que du lifestyle. Voilà, ça n'a pas de sens. Allez capitaliser sur quelqu'un qui a déjà un réseau, qui bosse déjà sur ces verticales-là, qui va connaître vos enjeux et vos besoins. Voilà. Il y a on va parler des bonnes pratiques. On va pas parler des mauvaises. On va essayer d'isoler que les bonnes déjà. Ça va donner un petit peu d'inspiration. De ton point de vue, quelles sont les bonnes pratiques voilà, à mettre en œuvre? On peut partir des trucs les plus basiques à des choses plus structurantes. On va redire déjà des choses qu'on a dites. N'hésitez pas. Préparation, donc anticipation, stratégie. Média training du porte-parole et travail main dans la main entre les directions marketing com et puis votre agence de presse ou votre attaché de presse. C'est la première chose. Et ça d'ailleurs, c'est facile de faire travailler tout le monde de concert? Moi, c'est un obligatoire. Si je ne m'entends pas avec la direction marketing qui fait une prise de contact, si je ne sens pas un fit humain, je ne vais pas signer. Voilà. Parce qu'on va travailler après à l'année. Et pareil pour le porte-parole, le dirigeant, il faut que je le sente puisque je vais le représenter auprès des médias. Il faut vraiment aligner les intérêts, mais du coup, qui est un petit peu le porteur de cette énergie-là? C'est le dirigeant, c'est la direction marketing, c'est toi qui, dès le démarrage, essaye justement de dire, voilà, il faut qu'on s'aligne. Il faut vraiment qu'on aligne notre vision, notre façon de travailler, nos agendas. Ouais, moi, je dirais que déjà, on sent dans la partie, ce qu'on appelle l'avant-vente, donc quand les premiers calls découvertes, les premières prises de contact, on va sentir si la direction marketing et la direction générale sont alignées ou s'il y a déjà un peu des frottements, des frictions, des obstacles. Potentiellement, ça peut valoir le coup de détecter ces éléments-là pour voir si ça vaut le coup de rajouter une troisième personne, une tierce personne dans la dynamique ou si ça va alourdir le process. Voilà, donc ça, et tu l'as dit, donc c'est très in situ personae, hein, il y a une vraie logique relationnelle. Parmi les autres pratiques que tu as en tête, t'en as d'autres? On va être sur une intelligence sur la stratégie de contenu. C'est-à-dire que quand on va produire un communiqué de presse, par exemple, ça serait bien qu'il soit relayé sur la page LinkedIn
page entreprise LinkedIn de l'entreprise, sur le profil LinkedIn du dirigeant, pour faire une caisse de résonance finalement. Moi aussi, certains communiqués de presse, je vais les relayer sur mon LinkedIn parce que j'ai pas mal de journalistes avec lesquels je suis en contact. Donc cette intelligence de contenu-là. Et également, quand on va finir notre campagne de presse, on va avoir toute une belle revue de presse, donc des articles de presse. Ça peut être intéressant de faire un carousel LinkedIn pour mettre en avant les retombées presse et que les personnes, les journalistes, les prospects, les clients qui n'aient pas vu l'annonce clé qu'on avait apportée, qu'ils aient accès à cette info via les belles retombées presse qu'on a eues, qui sont la fierté de l'attaché de presse, mais aussi de la direction marketing. Voilà, ça c'est la bonne pratique du moment parce que sans arrêt, ça se renouvelle. Il y a de nouvelles façons de communiquer. On crée des opportunités. Tu sais que j'ai eu des journalistes qui m'ont contacté par message privé pour me dire « J'ai bien aimé ce sujet-là sur lequel tu as parlé. Tiens-moi dans la boucle, s'il y a un autre sujet qui sort prochainement, j'aimerais bien te tenir au courant. » Mais je rebondis sur ça parce que c'est et nous, en tant que journalistes, on reçoit énormément de communiqués. Et je suis toujours surpris de la faiblesse relationnelle qu'il peut y avoir. Alors, c'est vrai que c'est difficile de consacrer du temps à chacun, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille souvent mieux avec des agences qu'on a l'habitude de voir régulièrement que juste recevoir de temps en temps des communiqués. Ça, c'est quelque chose que tu expliques aussi à tes clients, que c'est important de travailler avec une agence qui est au contact des médias avec lesquels ils souhaitent travailler. Oui, ils le savent. Dans mon cas, de toute façon, mon profil LinkedIn et mon site web crient le fait que... Mais ce que je veux dire, c'est si on élargit, c'est vraiment une question clé à avoir en tête. Oui, comme on l'a dit, en fait, si vous êtes dans une industrie donnée, n'allez pas chercher un attaché de presse qui travaille sur tout autre sujet. Il y a après des attachés de presse qui sont très bons, très curieux et qui aiment bien faire du multisecteur. J'en connais, je suis assez admirative, je ne sais pas comment ils font. Ils vont travailler pour de la vaisselle, de la lingerie, des marques diverses et variées, du B2B, des SaaS. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Mais potentiellement, c'est rare. C'est rare, ouais. Et comment on gère, ça va peut-être être ma dernière question, comment on gère l'international? Comment on réussit à communiquer aujourd'hui dans un monde qui est large? Ça veut dire prendre différentes agences, des agences entre guillemets européennes ou internationales. Comment tu vois les choses? Ouais, il y a quelques cas de figure qui sont bien identifiés. Soit on prend une agence de presse internationale qui va avoir des relais, donc des bureaux dans chacun des pays que l'on cible. Ça fonctionne bien. Donc, elles communiquent entre elles avec les attachés de presse locaux dans les bureaux. Soit on va avoir un attaché de presse local dans chacun des marchés que l'on cible, donc qui va connaître intimement le marché. C'est le cas avec mes clients européens, donc à moi pour le marché français, mais je peux correspondre avec les autres attachés de presse des pays européens où sont mes clients. Ça fonctionne très bien et c'est en général la direction marketing siège qui va coordonner tout ce petit monde. Et ensuite, on peut avoir aussi, depuis le siège, une stratégie de traduction de communiqués de presse qui vont être aussi adaptés, donc relus par les marchés locaux, donc les CIO, les country managers locaux, et qui vont être envoyés depuis le siège à des bases via des outils en fait internationaux d'emailing, des bases de contact internationales. Ça peut aussi fonctionner. C'est moins bien parce que c'est moins personnalisé, mais c'est aussi un cas de figure qui existe. Je vais rebondir sur ce qu'on se disait au tout début, parce que tu fais des relations presse, on élargissait un peu sur les relations publiques. Il y a les gens qui font de la communication corporate, je pense à des agences comme Image7 par exemple, d'autres qui vont être plus produits. C'est quoi aujourd'hui, pour un dirigeant d'entreprise, comment tu expliques les différents acteurs de l'échiquier, entre guillemets, communication? En relation publique, relation presse. Oui, si on prend l'ensemble, exactement. Ouais. Si on prend l'ensemble je prends l'échiquier, qui est dessus? Qui est dessus? Ok. Partout où il y a des services à vendre, des besoins auxquels répondre pour les entreprises, il va y avoir des gens qui vont se positionner. Nécessairement, oui. Je dirais que, encore une fois, on est selon la taille de l'entreprise, on va faire plus ou moins du sur-mesure. On va parler sur des PME, PME françaises, peuvent avoir besoin de lobbying, mais elles vont y répondre potentiellement avec des associations
Voilà, donc là, sectorielles. d'accord, donc là, ils vont plutôt rentrer dans la FEVAD, ils vont rentrer Ils vont prendre des dans des adhésions. fédérations. Ouais, dans Dans des des adhésions. fédérations, prendre des adhésions annuelles, ça marche très bien. Voilà. Ils vont aller être le CEO, typiquement, va être le porte-parole et va se frotter à tout cet écosystème-là Voilà. pour se montrer. Pour certaines entreprises, elles ont leur propre bureau de lobbying. C'est déclaré, hein. D'ailleurs, les acteurs américains ont tous le leur. Microsoft, par exemple, est extrêmement présent au niveau de la Commission européenne. Euh, c'est quelque chose, c'est une tendance que tu vois, toi, se dessiner aujourd'hui, des acteurs français commencer à aller justement au niveau de la Commission, être présents et faire des actions de lobbying. Alors au niveau de Bruxelles, par exemple, on va être sur des entreprises européennes qui vont avoir des enjeux, au niveau réglementaire à l'échelle européenne, qui veulent influencer. Encore une fois, ça va être le président, le CEO de l'entreprise qui va s'y frotter. Ça, ce sont des cas de figure, existants, voilà, au niveau pour des boîtes européennes. Les boîtes françaises vont le faire à l'échelle locale. Nous, les leviers que l'on va mettre en place, ça va être, des tribunes d'opinion pour, Mhm. alors individuelles ou collectives, pour aller soutenir les prises de parole des dirigeants auprès de ces Voilà, on en voit institutions. de plus en plus, hein, d'ailleurs, Oui, des prises de parole c'est collectives. très demandé. Ça Ouais. fonctionne? Ça fonctionne bien. Ouais, ouais. Ça va être repris par les Échos, Le Monde ou de la presse sectorielle également. C'est assez demandé, oui. Donc, du coup, on a nos agences spécialisées en lobbying, on a les agences corporate qui justement vont faire la prise de parole, on va dire, à la fois financière et vraiment la dimension corporate de l'entreprise. Si on redescend un petit peu la Oui. chaîne. Moi, j'aimerais bien mettre le focus sur l'événementiel. Mhm. Tous les leviers d'événementiel qui sont extrêmement intéressants, sur lesquels on bosse nous conjointement avec les directions marketing. Encore une fois, les salons B2B, les conférences, les keynotes, les tables rondes. Pourquoi pas l'événementiel en ligne comme à la période Covid, c'est-à-dire les webinaires qui fonctionnent bien. Tous ces leviers-là de conférences sont extrêmement intéressants pour mettre en avant les porte-paroles et puis leurs messages auprès de publics. Là, on va être sur des publics dans les conférences, des publics assez spécialisés, assez cibles, les Mais du professionnels de coup, l'industrie. qui pilote ça? C'est la direction de la communication ou ça peut être l'agence justement qui adresse le pilotage? Alors, quand on va prendre la parole dans des salons, je vais pas t'apprendre quelque chose que tu connais déjà. Il y a beaucoup de médias qui sont en charge d'organiser les conférences sur lesquelles interviennent les tables rondes, les dirigeants. Absolument. Ouais. Donc il y a un gros billet qui se récupère parce que souvent les prises de parole sont payantes et ce sont souvent des rédacteurs chefs ou des journalistes qui font la coordination de la table ronde. On peut, en tant que Ce direction sont les marketing- organisateurs d'events qui Oui, gagnent de oui, l'argent bien dans sûr, l'histoire. bien hein. sûr. C'est le- Disons qu'il y a des médias je précise. partenaires, en effet, Ouais, des salons. c'est le- Tout à fait. Ouais, ouais. On peut avoir aussi des directions marketing qui vont décider d'organiser leur propre événement, leur propre conférence. Typiquement, tu as un stand à un salon, tu peux tout à fait organiser une conférence sur ton stand ou dans une salle de l'événement et faire venir les journalistes. Donc les journalistes qui, de toute façon, allaient se déplacer sur place. Voilà, donc pour, là, on faire embed, veille. la conférence. Ouais. Voilà, on a même aussi des marques qui créent leurs événements, les grands acteurs américains, que ce soit Adobe, Microsoft, HubSpot ou autres le font. Penny Lane le fait très bien d'ailleurs Ouais. dans la comptabilité. Ils ont un très Tous les bel, SaaS. Ouais, très souvent bel là-dessus. événement Comptatech chaque année. Donc ça, c'est une tendance forte, hein. C'est une bonne pratique. Et donc dans l'échiquier, après, il y a vraiment les relations publiques dont tu parlais tout à l'heure. Tout ça, ça va toucher aux relations publiques. Ces leviers-là vont toucher Sont de les ce relations côté-là, publiques. d'accord. Ouais. Et nous, on a l'autre brique, ça va être les relations presse. On va être dans les relations Voilà. publiques aussi. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de transversal. Il y a des agences qui sont transversales sur Oui, l'ensemble bien ou sûr. sont des boutiques Il y très a des séparées? des grosses agences qui gèrent ça 360, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des responsables lobbying, relations institutionnelles, relations publiques en interne, et elles vont positionner des experts pour leurs clients. Tout à fait. Voilà, donc on voit qu'il y a effectivement, en fonction du niveau de communication dont a besoin l'entreprise, plein Et des budgets. de voilà, et nécessairement des budgets Ouais. à proprement parler, mais il y a besoin voilà de structurer. Pauline, merci beaucoup d'avoir pu échanger. Je te ferai revenir. On fera peut-être des focus un petit peu plus pointus sur certains sujets. Et on a déjà passé oui, une bonne demi-heure ensemble. Merci pour ton Merci d'avoir invitation, accepté Richard. voilà, cette première invitation. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis donc sur FW Media. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, à commencer par nos amis de Deezer, mais également Spotify ou encore Apple Podcasts. À très bientôt. Merci à tous.